L'interrogation est celle de savoir si le code électoral, en l'état actuel des choses, garantit une certaine équité. Que pensez-vous de ce code électoral, Bernard Orona, pour cette élection à venir? Le code électoral est là. Il est certainement à parfaire, il est certainement amélioré, mais il faut quand même relever que c'est ce même code électoral qui a mené des opposants à l'Assemblée nationale. C'est ce même code électoral qui a donné des communes et des conseillers municipaux en milliers à certains partis comme l'UNDP, comme l'UNDP, le PCRN et d'autres partis politiques de l'opposition. C'est vrai, le débat est ouvert depuis des années. Certains partis politiques, certains entrepreneurs politiques de notre pays se sont regroupés autour d'une plateforme pour voir dans quelle mesure on peut améliorer un certain nombre de choses parce que des propositions ont été faites par ces leaders politiques. Et donc je pense que honnêtement, pour l'instant, ça ne devrait pas être d'actualité. Les élections auront lieu en février 2027. Le corps électoral sera convoqué. Si cette élection ne sera plus non, pas une du fois tout. de plus non, repoussée. Ça ne peut plus. Là, c'est déjà là. On a déjà. Pourquoi vous parlez avec autant d'assurance? C'est la loi. C'est la loi. Là, la prorogation, c'est fini. Le président a déjà prorogé le nombre de fois qu'il devait faire. Il y a un nombre de fois qu'il doit oui, effectivement, il y a un nombre de fois. Voici le code électoral. Montre-nous, on a dit donc, que l'élection aura lieu en février 2027, l'élection, le double scrutin municipal et législatif. Donc, ceux qui sont en train de se cacher pour spéculer sur le code électoral qui serait de quoi, non. Ce n'est plus là le débat. On est en quelques semaines maintenant, il faut que les gens affûtent leurs armes pour aller à l'élection, pour aller conquérir les mairies, pour aller conquérir les sièges des députés à l'Assemblée nationale. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est à l'Assemblée, même si l'opposition était dynamique et entreprenante, elle devait même s'organiser davantage pour aller à l'Assemblée, aller proposer de nouvelles lois qui peuvent faire basculer les choses plutôt que de pleurnicher à longueur de journée. Parfois ici, qu'est-ce que l'équité sur le code électoral peut encore changer en ce moment précis? Je vous dis que le RDPC, par exemple... Mais ce code électoral, il reste critiqué. Bien sûr. Ce code électoral, selon certains, les grands analystes, y compris naturellement les hommes politiques au Cameroun, ils sont unanimes qu'il est de nature à favoriser le parti au pouvoir. Pas forcément à favoriser le parti au pouvoir, mais il faut un minimum d'équité, dont aussi... Même l'État avait reconnu à un moment donné qu'il y avait des choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir, à reconsidérer. Parfait, ici, il faut que les différents acteurs politiques, les institutions comme l'ECAM et d'autres acteurs de la société civile se mettent ensemble pour voir ce qu'il y a lieu d'améliorer. Vous savez, nous devons tendre vers un code électoral qui arrange tout le monde, qui garantit les mêmes chances à toutes les formations politiques qui doivent concourir aux différentes élections organisées par l'ECAM. Donc, pour le cas d'espèce, nous sommes à quelques mois de l'élection du double scrutin municipal et législatif qui a été reporté, prorogé plusieurs fois. Cette fois-ci, il y aura élection. Les partis politiques sont en train de travailler. Pour ceux qui travaillent, je vois certains qui travaillent. Le RDPC est totalement déjà engagé. En ce moment précis, se tient un grand meeting à Saint-Mélima, à la maison du parti de Saint-Mélima, présidé par M. Motazé, qui est le président départemental du RDPC de ce côté. Là-bas, on parle en ce moment précis, le meeting est en train de se passer là-bas, on parle des élections municipales et législatives de février 2027. Donc, au lieu de tourner en rond sur l'équité du code électoral et consorts, c'est maintenant qu'il faut affûter les armes, préparer les candidatures dans les différentes circonscriptions où les partis qui parlent beaucoup à la télé doivent donc descendre sur le terrain pour susciter des candidatures à même d'être investis par ces formations politiques et aller donc affronter la machine du RDPC qui, elle, est déjà mise en branle parce que depuis, il y a eu une réunion au niveau du comité central. La communicante du RDPC est là, et le parti a pris acte des revendications de sa base, parce qu'il faut également le dire, personnellement, je suis de ceux qui militent pour que le parti, la hiérarchie du RDPC tienne compte des désidératas de ses militants de base, de son armée militante de la base, parce que nous avons vu ça lors des dernières élections au niveau des conseils régionaux, notamment dans le sud. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus la dictature de la hiérarchie du parti qui vient avec des plis fermés pour imposer des gens qui n'ont rien à voir avec le militantisme à la base, que le comité central ne soit plus un comptoir triangulaire où les gens vont poser des enveloppes pour être investis, pour être nommés sénateurs ou députés.
Willy Bengue, le code électoral en l'état actuel au Cameroun garantit-il les mêmes chances de victoire à toutes les formations politiques? Là, je crois qu'il faut circonscrire le débat au niveau des élections qui sont en train d'être préparées, c'est-à-dire les élections municipales et les élections législatives. Oui. Les élections présidentielles sont encore très loin de nous. Alors, il faut déjà regarder quelles sont les dispositions consacrées à l'organisation des élections municipales et législatives. Moi, je pense que c'est un code électoral qui, dans ce couloir-là, a permis quand même à la jeunesse de pouvoir saisir l'opportunité d'entrer dans les institutions, c'est-à-dire à 23 ans, on peut être conseiller municipal. Oui. À 23 ans, on peut être conseiller municipal. À 23 ans, on peut être député au Cameroun. À 23 ans. Vous voyez, c'est des éléments, c'est des dispositions du code électoral dans sa configuration actuelle. Et il est donc nécessaire que les jeunes acteurs politiques nichés ici et là puissent préparer sur le terrain ces élections qui devront avoir lieu, nous le disons certainement en 2027, et que peut-être de continuer à faire un débat sur l'amélioration du code électoral alors que nous n'avons pas la manœuvre. Parce que pour mener ce débat, ce n'est pas sur ce plateau de télévision qu'on va venir modifier le code électoral. Il faut aller dans les institutions. C'est-à-dire, moi, j'exprime un langage, je développe un langage qui incite les uns et les autres à participer aux élections, aller aux élections et aller dans les institutions pour poser les problèmes fondamentaux. Par exemple, ce code très querellé depuis un certain temps, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Quand nous y serons, il faut aménager en amont notre départ, pour notre promotion au sein de l'Assemblée nationale. C'est quand nous y serons qu'on va poser fondamentalement le problème que, bon, voilà, il y a tel ou tel article, nous pensons qu'il y a tellement d'accointances entre la préfectorale et le conseil électoral, ou bien entre la préfectorale et le conseil constitutionnel, ou bien entre la préfectorale et tel, au niveau de l'organisation des élections. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je dis, à 23 ans, le code nous permet d'être député. À 23 ans, le code nous permet d'être conseiller municipal. Et c'est l'occasion donc justement qu'il faut pouvoir saisir en attendant d'apporter des modifications ou des éclairages sur certains points. Ça vraiment, humblement, c'est ce qui me semble beaucoup plus opportun et efficace. Parce qu'on va dire, oh, il n'est pas bon, oui, il faut le parfaire, ce code. Mais on ne va jamais le parfaire dans la rue. On ne va jamais le parfaire sur un plateau de télévision. C'est dans les institutions. D'ici février, il y aura élection. Et nous devons aller aux élections. Et pour aller aux élections, mon parti aujourd'hui a besoin d'être conforme. Le MSA a besoin d'être conforme envers la législation nationale. C'est pour ça que nous sommes en justice. Et nous voulons vraiment que nous soyons portés par ce parti, le MRC. Mais il faut absolument qu'il soit conforme. Et on doit y aller. Aller donc au Parlement, discuter des modifications éventuelles de ce code électoral. À 23 ans, on peut le faire, heureusement. Professeur Wanangini, l'avis du politologue. En feuilletant ce code électoral, que pensez-vous justement de ce code électoral? Est-il de nature à faire en sorte que la politique se déroule dans les meilleures conditions? Ou alors, le code électoral a été taillé par celui qui commente? Merci de me poser la question. En politologue, je vous réponds que le code électoral est en lien avec les rapports de force produits de manière récurrente par la démocratie représentative. Autrement dit, lorsqu'il y a compétition politique, les acteurs de la compétition politique ne s'entendent généralement pas sur toutes les procédures. Mais ceux qui vont aux élections, c'est ceux qui acceptent, malgré l'existence de désaccords sur tel ou tel aspect, que les règles du jeu sont remplies. De ce point de vue, au niveau de la politique camerounaise, les règles du jeu sont remplies. Maintenant, il faut aussi savoir que précisément ces règles du jeu ont un lien avec une matrice. La démocratie représentative que nous essayons de mettre en place tant bien que mal, avec un certain nombre de contraintes par ailleurs, produit ce qu'on appelle la loi de la majorité. Et
ce qui est en question ici, c'est la loi de la majorité. Parce que la loi de la majorité a des types d'équilibre qu'elle crée. Si vous prenez le pays typique de la loi de la majorité, qui est l'Angleterre, et au-delà de l'Angleterre, l'association que forme la Grande-Bretagne, vous allez voir que généralement, les systèmes de vote qui sont choisis ont tendance à favoriser celui qui a la majorité. Et que là-bas, on a refusé tout compromis avec une logique proportionnelle. Voilà le problème qui se pose généralement dans un système de compétition électorale pluraliste. Et comme le disait M. Menge, ça se règle dans la présence aux institutions. Les institutions sont de deux types. L'institution électorale, puis les institutions de représentation produites par l'institution électorale, c'est-à-dire la présence au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, et puis la présence dans les conseils municipaux. Abel Elimbi Lobé, est-ce que c'est un faux débat si vous, qui êtes homme politique au Cameroun, vous recommencez encore à poser le problème du code électoral? Est-ce que l'heure n'est pas plutôt, comme le disait tout à l'heure Bernard Ohona, à la mobilisation, à la stratégie, pour voir comment avoir le plus de sièges à l'Assemblée nationale et le plus de maires au niveau justement de nos collectivités territoriales décentralisées? Ce que Willy Menge et Bernard Ohona et le professeur sont en train de dire relève de la sagesse élémentaire et du bon sens. Nous avons un pays, moi je suis un disciple de André-Marie Mbida. Il nous a laissé en héritage l'idée que c'est à l'intérieur des institutions qu'il faut lutter. Préserver les vies humaines, préserver les acteurs et jouer avec les mécanismes. C'est ce que Willy Menge dit avec Bernard Ohona. Donc nous devons être au Parlement pour faire avancer nos causes. Et il y a des moments où on ne vous permet même pas d'arriver au Parlement. Oui, mais les textes peuvent être mauvais. Ils peuvent favoriser des anti-jeux, des mauvais comportements. Pour autant, c'est dans les institutions qu'il faut aller pour se battre et les changer. Et ceci montre que le combat à l'intérieur des institutions n'est pas à la portée de n'importe qui. Ça montre donc que lorsque nous devons choisir les gens, il faut les choisir en conséquence, en connaissance de cause. Le choix des gens que nous envoyons dans les institutions est fondamental si nous voulons obtenir les évolutions souhaitables. Si vous envoyez à l'Assemblée nationale des gens qui eux-mêmes arrivent à l'Assemblée, ils restent 5 ans, ils ne prennent jamais la parole. Vous voulez obtenir quoi? Nous, on a au littoral des députés qui n'ont jamais pris la parole. Il n'a jamais pris la parole sur aucun problème. Peut-être parce qu'ils pensent que tout va bien. Bien sûr, c'est ça que je dis. Et vous obtenez donc quelle évolution avec un tel député? Alors qu'un préfet a cassé toute une localité, il a mis tout le monde dehors. Personne n'a pris la parole à l'Assemblée pour demander au Premier ministre qui vient chaque année en novembre dans le cadre de discours de politique générale. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé à Dikolo? Personne n'a pris la parole. Dans une opération mafieuse, c'est Daru qui a stoppé ça. Willy Menge vous avertit. La qualité des hommes que vous envoyez. L'Assemblée, c'est là où nous venons dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'on doit garder, ce qu'il faut changer. Si vous envoyez à l'Assemblée des gens qui acceptent que toute une communauté soit en voie d'effacement à l'Assemblée de remplacement, parce qu'on interprète mal ou à dessein des dispositions d'un code électoral qui dit que la constitution de liste des candidats doit tenir compte de la composante sociologique, eh bien, vous avez des malsains d'esprit qui créent les conditions pour que, au nom de la composition
position sociologique qu'on doit entendre comme tous ceux qui sont présents, eh bien, les ressortissants de l'Ouest ne sont plus vincés à l'Assemblée. Ils sont maintenant transis. Pas de discours tribalistes. Ouais, je parle de ce qui est fait. Pas de discours tribalistes. La région du littoral doit avoir 19 ressortissants à l'Assemblée. Elle n'en a pas, elle en a 10. Et je pose la question. Jusqu'à quand nous pouvons continuer comme ça? On peut arriver à une situation où tous les 19 sièges du littoral sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Mais ce n'est pas le code électoral. Ce sont les comportements des acteurs. Et c'est là que ce que Willy Mengue dit prend tout son sens. Parce qu'il faudra donc avoir à l'Assemblée des gens qui vont amener les corrections pour que le code électoral empêche que les ressortissants du Sud disparaissent de l'Assemblée. Qu'il n'y ait plus de boulot, qu'il n'y ait plus de ton, qu'il n'y ait plus de wondo. Et qu'ils soient remplacés par des gens au nom de la liberté de se déplacer et de s'installer n'importe où. Mais ce n'est pas tout. Je termine sur cet élément-ci. En évitant de stigmatiser. Mais je ne parle pas de... C'est vous qui, dès qu'on parle d'ethnie, alors que les ethnies sont aux commandes, elles sont aux manettes, elles sont en train d'agir. Il y a une action en remplacement des peuples autochtones du littoral. C'est ce que j'ai dit. Au moment où je suis assis ici, il n'y a aucun Pongo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bankon à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakaka à l'Assemblée, il n'y a aucun Bo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakosi à l'Assemblée. Ils ont été remplacés complètement avec ceci que les proportions qui ont été allouées à chaque région évolue du fait des acteurs, pas de la loi. Le chef de l'État a donné au sud-ouest 15 sièges. Le département d'Indiane, qui est une circonscription, a 5 sièges à l'Assemblée. Les ressortissants d'Indiane sont 6. Parce qu'on a autorisé par une lecture biaisée du code électoral que M. Joshua, aussi ressortissant d'Indiane, sont susceptibles d'être candidats à Douala. Résultat, il n'y a pas de Daïdo à l'Assemblée. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'article 26, alinéa 5. Et là, ça ne concerne pas les acteurs. Ça concerne l'Elections Cameroun lui-même. L'article 26, ce sont les attributions du directeur général des élections. L'article 26 dit... Le directeur général des élections est chargé de jusqu'à la linéa 5 qui clôture l'émission. Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections. Nous allons aux prochaines élections. Le directeur général des élections n'a pas encore produit le rapport de l'élection présidentielle passée. Un an après. C'est-à-dire que si le président de la République convoque le corps électoral maintenant, et il en a le pouvoir, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Tu sais pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on a dit. La loi n'a rien dit. Elle n'a pas dit le temps qui lui est imparti pour produire le rapport. Donc il peut produire ça même l'année prochaine. Il peut même produire ça après les prochaines élections législatives. Et le rapport des élections législatives elles-mêmes, il le produira quand il voudra. Tout ce qui est permis n'est pas édifiant. Sani Tanimou, premier directeur général des élections, s'est arrangé à nous produire le rapport des élections moins d'un an après la clôture des élections de 2011. Rapport détaillé qui rendait compte des lacunes objectives de l'opposition en nous disant le nombre de représentants que chaque parti a pu mettre dans les bureaux de vote, les commissions locales, de manière à ce que le débat sur la contestation de la qualité des élections soit objectif. Et ça a contribué à baisser la tension parce que des gens comme nous avons constaté que les faiblesses de l'opposition étaient réelles et qu'il ne suffisait pas de dire que c'est le parti au pouvoir qui fraude.
Aujourd'hui, nous sortons de l'élection présidentielle depuis le 12 octobre 2025. Nous sommes déjà à côté du 12 octobre 2026. Un an après, le rapport général des élections n'est pas sorti. Merci. On va essayer de voir pourquoi le rapport général des élections n'est pas encore... Vivement que tu comprennes quelque chose à cela. Peut-être qu'il y a un manque de... Le papier manque probablement, oui, c'est ça. Ou alors c'est un problème d'encre. C'est la liberté, c'est la liberté de nous donner le rapport quand on veut. Le directeur général a la liberté de nous donner le rapport quand il veut. Je remarque également une chose, c'est dimanche. Non, il est obligé, puisqu'on dit il élabore le rapport final. Abel. Mais on n'a pas dit à quel moment. Abel, je remarque également une chose de plus en plus. Willy Mung et toi... Je suis en train de l'appeler. Oui, qui vient, il faisait quoi là-bas? Mais on lui a dit plusieurs fois ici que ta maison n'est pas là-bas. Fadima Tubongono, lorsque nous parlons du code électoral, est-ce que nous devons simplement dire, nous croisons les bras, tout est bien dans le meilleur du monde, le Cameroun n'a rien à se reprocher? Ce serait mal lire le code électoral, puisque le code électoral est un ensemble de lois, et ces lois, des règles qui encadrent les élections. Et ces règles sont susceptibles d'être perfectionnées ou bien d'être améliorées. C'est en ce sens qu'à l'article 11, il est indiqué qu'à l'alinéa 2, que le Conseil électoral organise la concertation avec l'administration, la justice, les partis politiques et la société civile dans le cadre de la gestion du processus électoral. S'il y a des concertations, ça veut dire que forcément il y a des amendements qui peuvent être apportés pour l'amélioration. Et plusieurs fois d'ailleurs... Vous qui êtes du RDPC, vous avez aussi comme quelque chose à reprocher à ce code électoral? Nous avons pensé que chaque fois qu'il y a des règles à éditer, il faut déjà respecter les règles. S'il y a des réclamations à faire, on les ferait. Ce n'est pas comme si le RDPC va à l'élection et puis il est tranquille. Nous introduisons parfois, par exemple dans le cadre de l'élection municipale et législative dans le doute, nous avons introduit des recours. On n'a pas eu gain de cause parce qu'il y a eu des violences qui ont même conduit à la mort d'un de nos militants qui avait été lynché par des responsables d'un parti politique. Par les militants d'un parti politique, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme problème. Le RDPC a introduit des recours. Moi, j'ai un problème avec ceux qui ont le discours facile pour dire que oui, le code électoral, c'est ceci, le code électoral, c'est cela. Ces partis qui parfois font des reproches au code électoral, ce sont des partis qui ne sont pas implantés. Parce que lorsqu'un parti politique, le monsieur Elimbi Lobé le disait déjà, est incapable d'avoir un représentant, ça veut dire qu'il n'a même pas de militants là-bas. Si vous n'avez pas de militants... Ça peut aussi vouloir dire qu'il a les militants, mais ils n'ont pas la capacité à aller au combat. Et c'est ça le problème des organisations de base que les gens nous disent qu'ils créent tous les jours. Parce que dès que tu poses la question à un parti politique d'opposition, il dit que j'ai les gens partout. Mais au moment d'aller aux élections, il ne met pas de liste. Oui, quand je dis qu'il n'y a pas de militants, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens qui peuvent pas, déjà avoir 40, par exemple je prends le cas de Fumbo. Tout à fait. Il faut avoir 41, une personne pour occuper les 41 sièges. Il faut respecter ce que nous appelons la composante sociologique. C'est-à-dire prendre la composante sociologique telle que c'est édité par la loi, c'est 30% des personnes qui ne sont pas de la localité. C'est tel que... C'est dit où, dans quelle loi? Pour nous, la composante sociologique. Permettez. Est-ce que cela est inscrit? Permettez, monsieur, c'est très important que tu nous donnes les proportions là. Monsieur Elimbi Lobé, notre parti a une organisation. Ça, c'est une organisation interne. Une organisation interne. D'accord. Mais toujours est-il que, même à Elekam, lorsqu'on n'a pas pris en compte la composante sociologique, où on a une coloration unique, ou bien unitribale, la liste est susceptible d'être rejetée parce qu'on fait la promotion de l'intégration nationale. L'intégration nationale qui fait maintenant. Et les Cameroun n'a jamais il n'y a aucune liste qui a été rejetée par Elections Cameroun pour non-respect de la composante sociologique. Si c'était ça en 2013 ou en 2007, bon, laissons 2007 et les Cameroun n'étaient pas là. Mais en 2013, est-ce que tu sais que la liste du SDF à Douala 5, sur 61 conseillers municipaux, reste du Cameroun 5 personnes.
Le reste était originaire de l'Ouest. Au canton Bassa. Monsieur Elimbi Lobe, permettez que je déroule. Vous observez que lorsque vous parlez, moi je vous écoute. Quand bien même je suis pas d'accord, aussi que quand vous parlez, vous confondez vos règles internes du RDPC. Je voudrais dire avec ceci. les lois. Nous disons ceci. On ne saurait faire une élection dans une localité et avoir une liste unitribale. Ce n'est pas l'esprit de la loi au Cameroun. En revanche, que vous auriez des récriminations à faire du fait que on se retrouve que la composante sociologique soit des personnes issues de la localité, là c'est un problème. Parce que la composante sociologique, généralement, prend en compte 70%. Parce que moi je le dis dans le cadre de ce que nous faisons, parce que nous sommes dans un arrondissement cosmopolite comme Douala. Quand nous allons à l'élection municipale, je prends l'exemple de la commune de Fumbo. Nous avons 41 conseillers. Les 31 sièges appartiennent aux enfants de la localité d'abord, et les 10 autres sièges, nous les partageons aux autres Camerounais qui sont issus, qui vivent là, qui participent. Donc là, c'est un autre débat. C'est votre façon de comprendre la composante sociologique. Permettez, M. Elimbi. Non, je veux comprendre bien, parce que j'ai derrière moi le micro. Permettez les chaises. Vous aurez mieux le temps de vous expliquer. Dès le début, mais permettez vous mettre à côté. Non, permettez avec le modérateur. S'il vous plaît. Permettez avec le modérateur. Je pourrais répondre à vos questions. D'aller au bout de sa pensée. Allez-y, madame. Voilà, nous disions que si le code était, si le RDPC allait se laver les mains, oui, tout est beau, on n'introduirait pas des recours. Deuxième élément, ceux également qui disent que le code est mauvais, Monsieur Poifet ici, en 96, le même Cameroun, avec le même régime, dans le NUN, le RDPC a perdu toutes les communes. En 96. Avec le même code. C'était pas le même code, peut-être il y a eu essentiellement les mêmes lois. C'était presque les mêmes lois. Le RDPC avait la loi portant élection des députés à l'Assemblée nationale, la loi portant élection des conseillers municipaux. Ce sont les deux lois-là qu'on a changées. Le RDPC a perdu toutes les communes. On avait 5 députés. En 2002, le RDPC a perdu toutes les communes et les 5 sièges de députés. En 2007, le RDPC a eu une commune et un siège de députés. Avec le même code, avec les partis de l'opposition, avec tout. Oui. Ce n'est qu'en 2013 que le RDPC a pu gagner 4 communes, avec toujours un siège de députés. En 2020, le RDPC a encore perdu à Fumbo. Donc, ramenant ces communes à 3 sur 9, les autres ont. Mais ceux-là qui ont un membre du conseil électoral, notamment Jipendi Salifou, avec qui j'ai eu à partager des plateaux comme communicant de l'UDC, il est au conseil électoral, on vous dit non, ce sont seulement les gens du RDPC. Comment ils peuvent être militants du RDPC et être au conseil électoral? On oublie que celui-là est militant dans notre parti, il faudrait que nous soyons sérieux. Tout à l'heure, tout le monde a été unanime. Les lois sont perfectibles. Et pour les rendre parfaits, pour les améliorer, c'est dans les institutions. Donc, à aucun moment, nous ne pouvons être en odeur de sainteté avec ceux qui estiment qu'il faut tout casser parce qu'ils ne se sont pas retrouvés quelque part. Le plus important déjà, c'est d'avoir des militants sur place. Si les gens commencent à faire les charters comme nous avions vu entre le NUN et Kiosi, et c'est ce qui a amené ces gens-là à perdre des communes, parce qu'ils pensaient qu'il fallait aller conquérir, mais on déporte les militants pour aller les installer ailleurs, les inscrire ailleurs. Donc, ce qui est important, il faudrait que les gens comprennent que pour être implanté, il faut travailler à intéresser les enfants de la localité à votre parti politique. Le RDPC, heureusement, ont compris ce que vous avez dit. C'est très important. Heureusement que intéresser les enfants de la localité, c'est-à-dire les populations autochtones. C'est oui, c'est très important. Vous savez les exégètes de tout le monde maintenant. C'est très important ce qu'elle a dit. Tout ce que tout le monde dit. Donc, nous, au RDPC, nous avons... est d'une malice extrêmement... Elle est dangereuse. Bon. Heureusement, au RDPC, nous travaillons, bien qu'étant implantés partout, nous travaillons à ratisser l'arche afin de
maintenir, non seulement préserver les acquis. La preuve, monsieur Parfait, nous aurons, en dehors de tout ce qui est fait autour depuis le 22 juillet au Palais de Congrès pour remobiliser la base, les communicants du RDPC vont se retrouver pour travailler leur communication. Ce sera le 21 août. Vous comprenez que le RDPC, bien que étant parti au pouvoir, pense que nous devons respecter les adversaires, et pour respecter les adversaires, nous devons travailler à consolider et avoir des perspectives pour avoir plus de sièges, plus d'élus. En quelques secondes, Abel. Pour dire à Fadimatou, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit, mais je suis loin de croire qu'elle dit de la vérité. D'abord, elle parle de composantes sociologiques, elle nous dit que chez eux au RDPC, c'est au moins 30%. Oui, c'est plus, monsieur. Je vous dis, nous on exige 30% de femmes, 30% de jeunes et 40% d'adultes. Bon, si vous pouvez copier, c'est vrai que ça ne peut pas être cadré exactement, mais le maximum retrouve de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que... Donc, copier, quand je veux que tout le monde voit donc la notion de composante sociologique. Vous voyez donc comment le RDPC, lui, il interprète ça. Non, ce n'est pas ça. Sa composante sociologique à l'intérieur, c'est 33. Mais le code électoral, lui, n'a pas donné de proportion. Deuxième chose, le Mungo Sud, je prends le Mungo Nord, 3 sièges. La liste du RDPC, c'était Simé Pierre, Gancham Louis-Henri, et Madame Eyuminomo. Vous avez respecté quelle proportion là? Vous avez mis 2 halogènes pour un Ototo. C'est ça vos proportions que vous... C'est comme ça que vous avez entendu la liste, la composante sociologique. Bon, je vous laisse ça parce que vous n'avez pas tous les outils. Mais ce que vous venez de dire n'est pas vrai. Monsieur Kouete fait ce qui est bon pour sa communauté. C'est faux. À lui et presque effacement. Je vous dis c'est faux. Voilà. Monsieur Libin, au lieu de vous concentrer sur le vous travaillez à faire élire vos candidats. Parce que vous êtes concentré à faire élire vos candidats. C'est parce que vous êtes concentré à faire élire vos candidats que dans la liste du Mungo Nord, sur le Mungo Nord part de Loum jusqu'à Mélon. Ce sont les Bakossi, ce sont les... Mais faites vos listes avec ces gens-là. Non, c'est ce que nous allons faire. Mais je veux montrer que vous êtes responsable. Je ne peux pas accepter ce plateau que vous portez en accusation un responsable de mon parti. Mais écoutez, on peut pas parler des responsables de votre parti. On ne connaît même pas le nom de votre parti. Nous venons de faire une émission où on a porté à l'accusation le président Biaké, le président de la République du Cameroun. Quel est votre parti politique? Quel est votre parti politique? Pour le moment, c'est une raison pour laquelle je ne dois pas m'offusquer de la je ne viens pas chez vous, vous êtes un parti dangereux. Voilà, c'est de vous donner un successeur du président. Ce qui s'est passé en Namibie. En Zambie, nous allons prendre la dernière ligne droite de ce programme. Nous revenons pour la suite.
C'est la dernière ligne droite de ce programme, très chers téléspectateurs, avec les accords de partenariat économique. Et on vous le disait en ouverture de ce programme.